Enquête. Christophe Ondelatte. Dans cette affaire criminelle, il n'y a pas de mort. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance ni de malheur. Voici l'histoire de l'un des plus grands pédophiles de l'histoire de France. Il s'appelle Francis Évrard. Il aura récidivé 9 fois. Nous la débrieferons tout à l'heure avec maître Emmanuel Rigler du barreau de Lille, qui a défendu les intérêts de la famille de sa dernière victime. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard. Réalisation Céline Lebras. Europe 1. Christophe Ondelatte. Aujourd'hui, à Roubaix dans le Nord, c'est la braderie. Une immense brocante à ciel ouvert avec des moules, des frites et de la bière. Nous sommes le 15 août 2007, il est 2h30 de l'après-midi et Mustapha rentre chez lui dans le quartier de Lomelay. Il a promis à son petit garçon, Ennis, de l'amener faire un tour à la braderie, justement. Il arrive chez lui. « Ennis, t'es là ?» Pas de réponse. Alors il va sur la terrasse où son père est en train de bricoler. « Oh papa, t'as vu Ennis ?»« Oh ben non, il est pas avec toi ?»« Ben non, je pensais plutôt qu'il était avec toi. »« Ben, il était là il y a 5 minutes. Il avait ses baskets neuves aux pieds. Il voulait que je lui fasse les lacets. Moi j'étais occupé, je lui ai dit d'attendre 1 minute. Et là tu me dis qu'il est nulle part ? Je comprends pas. » Mais où est-il, nom d'une pipe ? Il a dû sortir. Il ne peut pas être bien loin. Alors Mustapha se précipite dans la rue. Il fait le tour du quartier. Rien. Alors il retourne chez lui. Bon, papa, maman, faut prévenir les amis et les voisins. Faut faire le tour de la braderie. Il doit être quelque part. C'est pas possible. Une demi-heure plus tard, tout le quartier est mobilisé. Les gens arpentent les allées de la braderie. Il y en a même qui impriment en urgence des affichettes avec la photo d'Ennis et un numéro de téléphone. Ils vont les scotcher sur les arrêts de bus et chez les commerçants. Et le temps passe. Ça fait maintenant 3 heures qu'Ennis a disparu. Il est introuvable. Un gamin de 5 ans. Seul. Aux alentours de 5 heures de l'après-midi, un petit espoir vient d'un voisin. « Bon, je l'ai vu, moi, ton fils. Je l'ai vu à la braderie vers 15 heures. Il était avec ton oncle. Il le tenait par la main. »« Ton oncle ? Mais Mustapha n'a pas d'oncle. » Du coup, le voisin l'aurait vu avec un homme, un inconnu. Un homme qu'il a enlevé, putain. Enlevé. Mustapha court au commissariat de police de Roubaix. « Bonjour. Je m'appelle Mustapha Kokakurt. Ça fait 2 heures que mon fils de 5 ans a disparu. » « Il s'appelle comment, votre fils ?»« Ennis Kokakurt. On est d'origine turque. » « Bon, entendu, monsieur, un enfant, c'est très sérieux. Ne vous inquiétez pas, on va le retrouver. En tout cas, on va tout faire pour le retrouver. Quelque chose à nous signaler qui pourrait nous aider ? » ?»« Oui. Un voisin l'a vu vers 3 heures avec un homme qui le tenait par la main. Il croyait que c'était mon oncle, mais j'ai pas d'oncle. Cet homme, c'est un inconnu. » Les flics commencent par inscrire Ennis au fichier des personnes recherchées. Son signalement est diffusé dans toute la France et en Belgique voisine. Et des patrouilles de police sillonnent la ville. Pendant ce temps-là, le père Mustapha Kokakurt est à nouveau interrogé. « C'est vous qui avez la garde de votre enfant, monsieur ? » « Oui, moi tout seul. Sa maman est dépressive depuis 8 mois, c'est moi qui ai la garde. » « Et sa mère le voit de temps en temps ? » « Non, personne ne sait où elle est. » « Est-ce que vous pensez qu'elle aurait pu enlever votre fils ? » ?»« Non. Franchement, je le crois pas, non. » Le voisin qui a vu Ennis vers 15 heures tenant un homme par la main est lui aussi interrogé. « Est-ce que vous pouvez me le décrire, cet homme ? » ?»« Ah oui, environ, je dirais 60 ans, de type européen. Oui, il avait un plâtre au bras. » »« Un plâtre ? Ça, c'est intéressant, c'est pas courant. Ils allaient vers où ? » ?»« Vers le centre-ville. » Les policiers de la police judiciaire de Lille, qui sont maintenant en charge de cette enquête, décident d'alerter les médias.
Le soir même, la disparition d'Ennis est sur toutes les chaînes de TV et de radio. Un petit garçon de 5 ans, Ennis Coca-Kurt, a disparu en début d'après-midi à Roubaix à l'occasion de la braderie. La police demande à toute personne qui aurait pu le croiser de se manifester. Dans la foulée, des gens appellent. Le patron du bar Le Métropole, notamment, sur la Grand Place à Roubaix. J'ai un client qui vient depuis 15 jours environ. Il correspond au signalement. Et en plus, il m'a dit qu'il avait fait de la prison. Est-ce que vous connaissez son nom, monsieur? Il s'appelle Évrard. Francis Évrard. Les policiers passent immédiatement son nom au fichier. Hop, j'ai des infos intéressantes. Cet Évrard, c'est un gros poisson, hein. Dans toute sa vie, écoutez bien, il a fait 40 années de prison. Essentiellement pour des faits de viol sur mineurs. C'est un pédophile, notre gars. Et le pompon, c'est qu'il a eu récemment un accident de scooter. Et c'est donc pour ça qu'il a un plâtre. Il a été hospitalisé. Et il a donné une adresse. Avenue Alfred Motte à Roubaix. Allez, on fonce. Quand les policiers arrivent sur place, à l'adresse indiquée, il n'y a ni maison ni appartement. Il n'y a qu'une rangée de box. Une vingtaine de garages alignés derrière une grille cadenassée. Bon il a filé une fausse adresse alors. Aux alentours de 22h, un homme se présente au commissariat. Bonjour, je suis chauffeur de taxi. Et ce matin, j'ai chargé un client à avenue Alfred Motte, là. Il portait un plâtre, comme celui que vous recherchez. Et vous l'avez déposé où? Au centre-ville. Il m'a dit qu'il allait faire un tour à la braderie. Et puis vers 3h, figurez-vous qu'il m'a rappelé. Et il m'a demandé de venir le chercher près de la braderie. Et cette fois, il était accompagné d'un enfant. Regardez bien cette photo, monsieur. Regardez bien. Est-ce que c'était ce petit garçon? Ah ouais. C'était lui, j'en suis sûr. Et vous l'avez déposé où, monsieur? Avenue Alfred Motte, quoi. Là où je l'avais pris le matin. Vous voulez bien venir avec nous sur place, monsieur? Parce que nous sommes allés à cette adresse et il n'y a que des box. Mais sur place, le taxi est incapable de dire où l'homme et l'enfant sont allés. Bon, on va quand même pas défoncer toutes les portes de garage, hein. En plus, s'il est dans un de ces box, il risque de paniquer et de s'en prendre au gamin. Si c'est pas déjà fait... Monsieur, bonjour. Est-ce que vous savez si quelqu'un habite dans l'un de ces box? Un squatter, un SDF, je sais pas moi. Cette box-là? Oh non, je crois pas. Jamais vu. Et là, les policiers appellent en renfort une équipe cynophile. Et ils font sentir au chien un vêtement d'Ennis que le père a apporté. Et le chien immédiatement fonce en direction d'un box. Et là, ni une ni deux, les policiers enfoncent la porte. Au milieu d'un fatras de meubles, il y a un matelas sur le sol. Et sur le matelas, un homme d'environ 60 ans qui serre un petit garçon, tout nu, contre lui. C'est Ennis. Il est vivant. Les flics neutralisent le bonhomme, ils le menottent, il n'oppose aucune résistance. Le petit Ennis n'a pas l'air d'être blessé, il est tout de suite emmené à l'hôpital de Lille. Ça va, Ennis? Je suis docteur, je vais m'occuper de toi. T'as l'air fatigué, Ennis. Ennis titube. C'est à se demander s'il n'a pas été drogué. Bon, on va te faire une prise de sang, Ennis, hein? Ça fait pas mal. L'analyse de sang confirme qu'on lui a administré un tranquillisant. Vers 4h du matin, les médecins autorisent les policiers à l'interroger. Comment est-ce que tu as rencontré ce monsieur, Ennis? Il avait promis m'offrir un jouet. Mais il m'a emmené dans une cave. Il faisait tout noir. J'avais peur. Il avait un couteau, le monsieur.
Et après Ennis? Après il m'a mis tout nu. Et lui aussi, il s'est mis tout nu. Il voulait toucher mes fesses et aussi mon zizi. Et lui, son zizi, il était tout gros. Au même moment, commence la garde à vue de Francis Évrard. Pour commencer, son box sordide est perquisitionné. Tiens, voilà le couteau dont le gamin a parlé. On trouve aussi un rouleau de pansement, un jean roulé en boule, une boîte de Viagra dans laquelle il manque 2 comprimés, et dans une mallette, des somnifères et des cordes. Et ensuite, Francis Évrard est interrogé. Je trouve à la braderie. J'aurais pas dans l'idée de le prendre, moi, ce petit gosse. C'est lui qui m'a demandé si je pouvais l'aider à nouer ses lacets. Je lui ai dit que je pouvais pas avec mon bras dans le plâtre. Alors je lui ai pris la main et je lui ai dit viens, je vais t'acheter un jouet dans un magasin. Et après je l'ai amené au garage où que vous m'avez trouvé, quoi. Le petit garçon dit que tu l'as menacé d'un couteau. C'est pas vrai, ça. J'ai pas été violent. C'est contre mes principes. Parce qu'il a des principes. Oui, monsieur. Et si t'as des principes, pourquoi est-ce que tu l'as déshabillé? C'est parce que j'aime voir les petits garçons nus. Pas que les voir, manifestement. Je lui ai juste mis un doigt dans les fesses. C'est pas violé, ça. C'est pas violé? Mais bien sûr que c'est violé, Francis. Pour la loi, c'est violé. Mais quand tu as pleuré, je lui ai essuyé les larmes. Hein. Ok. Tu lui as demandé de te caresser? Ouais. C'était avant le doigt. Et il l'a fait avec ses petites mains, là. Wow. Je m'en souviendrai tout le temps de ça. Est-ce que tu lui as demandé de te faire une fellation? Je m'en souviens pas de ça. Et toi, tu lui en as fait une? Non. Enfin si, quand il dormait, c'est tout. Combien de temps est-ce que ça a duré? 1 heure, quoi. C'est tout. Il raconte tout ça avec un air satisfait, l'air de celui qui a pris son pied. Il dit aussi que ce qu'il aime chez les enfants, c'est leur pureté, leur douceur. Mais je vous promets que j'aimerais me soigner pour ça. Je vous promets. Tu as pris du Viagra. On a trouvé une plaquette entamée. Oh non, pas là. Le Viagra, c'est pour une femme que j'ai eu un rapport avec. À l'issue de 48 heures de garde à vue, Francis Évrard est présenté à un juge qui le met en examen pour enlèvement, séquestration et viol sur mineur de moins de 15 ans. Son avocat sort du palais de justice. Des journalistes l'attendent. Monsieur Évrard est dans une sorte de douleur. C'est un échec pour beaucoup de monde. Et pour lui aussi. Il ne justifie pas ce qu'il a fait. Il explique cela par une pulsion. Et il est conscient de la gravité des faits qu'il a commis. Francis Évrard est écroué à la maison d'arrêt qui est ce Lascar. Depuis les années 60, il a violé, tenez-vous bien, 9 enfants. 9! Et là, il venait d'être libéré du centre de détention de Caen, en Normandie. Il y a 1 mois et demi à peine, le 2 juillet. Il venait de passer 20 ans en prison pour avoir violé 2 petits garçons en 1987, alors qu'il était déjà en récidive. Comment est-ce qu'on a pu le laisser sortir? Un type aussi dangereux? La vice-procureure de Lille tente de se justifier au cours d'une conférence de presse. Je veux rappeler ici que dans les jours qui viennent, M. Francis Évrard devait faire l'objet d'un suivi médical et psychiatrique. Qu'il était également suivi par le juge d'application des peines et
le service de probation et qu'il avait l'obligation absolument impérieuse d'éviter tout contact avec des mineurs. Mouais. Ça patauge sec dans les explications, hein. Et à partir de là, sans surprise, l'affaire devient politique. Et oui, on est à l'été 2007. Nicolas Sarkozy vient d'être élu président de la République et c'est pas le genre de bonhomme à ne pas exploiter une affaire pareille. Pour commencer, la garde des Sceaux Rachida Dati vient sur place, à Roubaix, et elle rencontre les parents. Et puis elle va voir les policiers pour les féliciter. Il y a de quoi. Ils ont mis fin à l'enlèvement en moins de 10 heures. Et le petit tennis est vivant. Deux jours plus tard, Moustapha Kokakurt est reçu en personne par le président Sarkozy à l'Élysée. « Monsieur, c'est pas facile de vous parler, je m'en doute. Mais je voulais vous dire que toute la nation est solidaire de ce qui vous est arrivé. Et moi le premier. La justice sera faite, croyez-moi. Et je m'engage devant vous à ce que des mesures soient prises pour que les récidivistes comme M. Évrard, voyez-vous, ne soient plus remis en liberté. Enfin, c'est invraisemblable. Chacun peut le comprendre. » Vient ensuite une question subsidiaire mais pas sans intérêt. Comment Francis Évrard, pédophile notoire, a-t-il pu obtenir du Viagra ? Vous savez ce que c'est le Viagra ? Ça fait bander ce qui bande mou. Qui lui a prescrit du Viagra ? Parce qu'il faut une ordonnance. Eh bien, figurez-vous que c'est un médecin de la prison qui lui a fait cette ordonnance, le jour de sa sortie. Ce médecin, on lui demande de se justifier, bien sûr. J'ai fait ça dans l'urgence. Il me parlait de difficultés sexuelles avec les femmes. Mais je reconnais que j'aurais pas dû. Je me suis fait berner. Je suis désolé. Moi que le petit tennis. Même si, et ça c'est vrai, les médecins qui exercent dans les prisons n'ont pas accès au dossier pénal des détenus. Ils ne savaient pas qui était Évrard, ni pourquoi il était là. Alors, d'où vient ce cinglé ? Il est né juste après la guerre, en 1946, dans un milieu ouvrier. Un père belge et une mère française. Enfant unique, son grand frère est mort en bas âge. Il passe toute son enfance à Roubaix. Et sans surprise, son père picole, et il n'est jamais là. Scolarité médiocre pour le petit Francis, mais il a son certificat d'études. Il est pris en apprentissage, mais il se fait virer. Et après, il zone à Roubaix sur sa mobilette. Il n'a jamais travaillé. Au cours de sa carrière de pervers, il a été expertisé plusieurs fois par des psychiatres. Il leur a tous raconté la même histoire. Bon, j'ai été violé, moi, quand j'étais gosse. J'avais 9 ans. C'était par un cousin. Mais d'autres fois, il dit que c'était quand il avait 8 ans ou quand il avait 10 ans, que ça n'était pas un cousin, mais que c'était un oncle ou un beau-frère. Bref, on ne sait pas s'il faut croire à son histoire. Mais lui dit que c'est ce viol qui lui a donné ses pulsions pour les enfants. Son premier viol, Évrard le commet quand il est encore mineur. On est en mai 1962, il a 16 ans, il se promène sur les bords du canal de Roubaix et il agresse un petit garçon de 6 ans, sa première victime. Et il remet ça dès le lendemain, toujours à Roubaix, dans un parc. Un garçon de 9 ans et de 2. Pour ces 2 attentats à la pudeur contre nature, comme on disait à l'époque, il est condamné une première fois à 3 mois de prison. Quand il sort, comme il est mineur, on l'envoie à Neufchâteau, dans les Vosges, dans un institut public d'éducation surveillée. Il y passe 1 année. Et quand il sort, rebelote, il agresse de nouveau un petit garçon, 18 mois de prison. Et de 3. Il sort, pas de travail, pas de logement. En 1969, en Belgique, il viole un gamin de 7 ans, sa 4e victime.
Et cette fois, il est enfermé en Belgique, dans un établissement moitié prison, moitié hôpital psychiatrique, pendant 4 ans. Sa photo passe alors dans le journal, et un gamin de 10 ans de Roubaix le reconnaît. « Mais c'est lui, il m'a fait mal. » Et de 5. Quand il quitte son lieu de détention en Belgique, en 1973, il revient chez sa mère à Roubaix. Et au mois d'août, il est sur sa mobilette et il dit qu'il a une pulsion soudaine et il viole Fabrice, 9 ans. On en est à 6. Quelques jours plus tard, le petit Fabrice le reconnaît dans la rue, à Roubaix. Il le dénonce. Francis Évrard est jugé cette fois-ci devant la cour d'assises et il en prend pour 15 ans. C'est sa première lourde peine. Mais une fois en tôle, comme d'ailleurs beaucoup de délinquants sexuels, il se tient à carreau. « Ah, monsieur Évrard, c'était un détenu modèle, exemplaire. » Tellement exemplaire qu'il ne fait que 10 ans sur les 15 ans. Là, pour ce qu'on sait, il ne replonge pas tout de suite. Mais 4 ans plus tard, c'est reparti. Sa 7e victime est un petit garçon de 7 ans. Il est encore et toujours sur le bord du canal de Roubaix. Il l'amadoue avec un billet de 50 francs. Et comme il ne se fait pas prendre, il n'a aucun mal, 3 mois plus tard, à faire sa 8e victime. Un gamin de 8 ans qui cherche des trèfles à 4 feuilles. « Viens, viens-y donc, je te dis, je vais te montrer où qu'il y en a. » Il l'embarque sur sa mobilette, il l'amène près du canal de Ouascal, il lui attache les mains dans le dos, il lui colle du scotch sur la bouche, il lui met du gel lubrifiant et... Bref, en 1989, ça lui vaut à nouveau la cour d'assises. Il en prend pour 27 ans. En l'an 2000, il est transféré au centre de détention de Caen. Et entre-temps, le système de prise en charge des pédophiles a évolué. Bien, monsieur Évrard, nous vous proposons de suivre des soins psychiatriques et par ailleurs un traitement chimique qui agit sur la testostérone et qui va en quelque sorte annihiler vos pulsions sexuelles. Et je veux vous dire que c'est le suivi de ces 2 traitements qui conditionnent éventuellement, je dis bien éventuellement, une libération conditionnelle. C'est compris, ça? Autrement dit, on lui propose une castration chimique. Au début, il la prend, sans problème. Et puis un jour, « Maintenant que je le prends, là, votre truc, là, je peux sortir. » « Ah non, monsieur, non. Je vous ai dit que ça n'était pas automatique, hein. »« Ah bon? Eh ben, puis c'est comme ça, j'arrête. » Et il voit aussi de moins en moins le psychiatre. Il a décidé d'attendre en prison plutôt que de ne plus bander. En 2003, à Caen, sa cellule est fouillée. « Dites-moi, Évrard, qu'est-ce que c'est, ça? »« Bon, je sais pas, moi. Je sais pas d'où que ça vient. » Des revues pédopornographiques. Des revues qui montrent des relations sexuelles entre des adultes et des enfants. Comment est-ce qu'il se les est procurées, ça? Mystère. Mais notons que c'est le seul écart de conduite de sa carrière de détenu. Et donc c'est comme ça qu'en 2007, ayant fait 20 ans de prison sur les 27 auxquels il avait été condamné, Évrard est libéré. Et il fait sa 9e victime, et celle-là vous la connaissez. Il s'appelle Enis Kokakurt. Que s'est-il passé entre le moment où Évrard quitte le centre de détention de Caen, le 2 juillet 2007, et le moment où il enlève Enis, le 15 août, 1 mois et demi plus tard? Quand il sort, Évrard va d'abord se poser dans un hôtel de Rouen, l'hôtel Stanislas. Ce sont les services sociaux de la prison qui le lui ont trouvé. Comme il est en conditionnel, il est tenu de voir à intervalles réguliers son conseiller de probation. Et il va le voir, ou plutôt la voir puisque c'est une femme. Sauf qu'elle ne sait pas à qui elle a affaire.
Je suis absolument désolé, monsieur Évrard, mais j'ai pas encore reçu votre dossier de la part de la maison d'arrêt. Du coup, il est censé voir aussi un médecin. Il ne le fait pas. À 61 ans, il n'a jamais travaillé de sa vie. C'est pas maintenant qu'il va commencer. Heureusement, il a un petit pécule accumulé pendant ses 20 ans de prison. Il y ajoute un petit crédit que lui fait la caisse d'épargne de Rouen. Et il prend le train pour Roubaix. Mais pourquoi vous n'avez pas averti le service de probation de Rouen, monsieur Évrard? Vous n'aviez pas le droit de quitter Rouen. Au départ, je pensais aller à Roubaix pour quelques jours, quoi. C'est pour ça. À Roubaix, sa mère, qui l'a toujours protégée, est morte. Alors il tente de renouer avec quelques membres de sa famille, il le rejette. Il s'installe dans un Formule 1, il fréquente les cafés, en particulier le café Métropole sur la Grand Place, et il ne cache pas au patron qu'il a fait de la prison. Oh, c'est pas j'ai tué un gars qui a agressé une femme, là. C'est pour ça que j'ai fait de la tôle. Et puis, quand il n'a plus assez d'argent pour se payer le Formule 1, il va donc dormir dans ce box qu'il loue depuis des années pour y entreposer les meubles qu'il a hérités de sa mère. Personne ne sait qu'il est à Roubaix. Et le 15 août, il enlève à Nice sa 9e victime. Le procès de Francis Évrard s'ouvre le 26 septembre 2009 devant la cour d'assises du Nord à Douai. Juste avant, il écrit au président Sarkozy. « Monsieur le Président, je souhaiterais avoir votre accord pour subir une ablation des testicules par chirurgie. Je sais que ça se fait au Canada et que c'est sans appel. De toute façon, à mon âge actuel, 63 ans, je n'en souffrirai pas et cela m'empêchera mes tendances envers les enfants. » Le président Sarkozy, évidemment, ne lui répond pas. Et de toute façon, en France, l'ablation des testicules, c'est impossible. L'avocat d'Évrard, maître Pianezza, décide de rendre ce courrier public. Une stratégie de défense, un peu, sans doute. Même s'il n'y a pas grand-chose à plaider pour défendre Francis Évrard. Mais ce faisant, il met aussi en exergue un vrai problème. Que faire pour ces hommes qui ne savent pas se contrôler? Le procès dure 5 jours. Et Évrard commence par remercier le président de la cour d'assises. Je voudrais vous dire que je suis touché, que vous m'accordez un peu de temps, quoi. Je vous suis reconnaissant, quoi. Il dit aussi que la justice ne l'a pas assez encadré, ce qui n'est pas faux. Et après, il joue sur les mots. C'est pas un viol que je lui ai fait. C'est que des attouchements. Pour mettre un terme à cette mascarade, le président diffuse alors les images vidéo de l'audition du petit tennis. Et c'est bouleversant. Et lui, il sourit. À la fin, l'avocat général Luc Frémiot prend la parole. Vous êtes l'enfer du système. Et on ne peut rien pour vous, monsieur Évrard. Je requiers la peine maximale pour viol, c'est-à-dire 30 années de réclusion criminelle, que vous assortirez d'une peine de sûreté de 22 ans. Les jurés condamnent finalement Francis Évrard à 30 ans, assorti de 20 ans de sûreté. Il a 63 ans, il a fait 2 ans de prison préventive, il ne pourra pas demander de libération conditionnelle avant ses 81 ans. S'il ne meurt pas d'ici là, il aura donc passé plus de 60 ans de sa vie en prison. Je vais débriefer cette histoire avec vous, maître Emmanuel Rigler. Vous avez été l'avocat de la famille du petit tennis Coca-Kurt, sa dernière victime. C'était il y a un certain temps, mais je me doute que vous n'avez rien oublié de cette histoire, n'est-ce pas ?
Oui, c'est effectivement une histoire marquante dans une carrière de jeune avocat à l'époque. Je suis au barreau depuis 5-6 ans quand cette affaire éclate. On s'en souvient pour de multiples raisons. D'abord, l'âge de l'enfant, la tristesse des parents, mais aussi, comme vous venez de le rappeler, la personnalité de l'accusé. Procès hors normes, des enjeux politiques qui vont se greffer effectivement sur cette affaire, un procès filmé, donc de A à Z, ce qui est extrêmement rare. Donc oui, une affaire totalement hors norme. Est-ce que vous savez ce qu'est devenu le petit tennis, qui doit donc avoir aujourd'hui plus de 20 ans ? Alors Rénis est effectivement majeur, oui, depuis 2-3 ans. C'est un adolescent qui a eu énormément de mal à se construire parce que, vous l'avez répété, c'est une affaire plus connue sous son prénom que sous le nom d'Évrard, et que des Nice à Lille, il n'y en a pas 50 000, et que l'anonymat a donc été extrêmement compliqué. La loi prévoit que normalement on n'indique pas le nom des victimes mineures, mais je ne sais pas pourquoi cette affaire a été baptisée de son nom. C'est vrai que son père a beaucoup parlé dans la presse et donc le nom apparaissait souvent et cet enfant devenait facilement identifiable. Donc ça a été compliqué aussi parce que, comme vous l'avez à juste titre dit, il n'y a pas de maman, elle ne s'est pas manifestée non plus après ce drame et depuis. Un adolescent qui n'avait pas l'anonymat et qui avait besoin de justifier aussi de sa masculinité, de sa force, qu'il n'était bien évidemment pas d'accord pour quoi que ce soit de ce qu'il s'était passé avec Évrard. Enfin voilà, une vie qui n'était déjà pas promise à être la plus simple, qui se retrouve encore plus compliquée. Je le dis d'ailleurs au passage, on n'a pas le droit effectivement de donner ni le prénom, encore moins le nom, ni même l'initiale du prénom d'un mineur victime, mais je l'ai fait parce que on a donné son nom et son prénom depuis le début de cette affaire, et ça n'est pas de mon fait, quoi, hein. Ah, mais personne ne vous le reproche aujourd'hui. Ce n'est pas la première et la dernière fois. C'est un phénomène positif au départ d'ailleurs. C'est-à-dire que finalement, quand on l'appelle comme cela, on se rend bien compte que c'est cet enfant le cœur du problème et le centre de l'affaire, et pas Francis Évrard. C'est-à-dire que Francis Évrard, la justice lui a donné 100 fois sa chance. Et là, on a un petit bonhomme à qui, effectivement, la vie n'a pas encore beaucoup souri et qui se retrouve dans cette tempête. Non, il n'y a absolument rien de malsain dans cette idée au départ. C'est simplement que elle va le marquer parce qu'il ne s'appelle pas Pierre, il ne s'appelle pas François, et que la communauté turque n'est pas extrêmement nombreuse sur l'île, donc on le retrouvera vite et ça marquera toute son adolescence. Il faut qu'on parle donc de la manière dont les médias se sont emparés de cette histoire. À l'époque, ça a été un déferlement médiatique. Pourquoi, selon vous ? C'est effectivement la seule fois de ma carrière où je vais répondre à la télévision coréenne, à la télévision japonaise, effectivement le monde entier se concentre sur cette affaire. D'abord parce que il y a cette lettre envoyée à l'AFP qui, bien évidemment... La lettre au président Sarkozy, c'est ça ? Exactement, qui pose déjà la couleur 2 jours ou 3 jours avant l'ouverture du procès. On sait effectivement que donc des dépêches vont sortir et vont être prises par tous les médias qui s'intéressent à cela, et c'est un débat récurrent en France que cette question de la castration. On a aussi effectivement une garde des Sceaux à l'époque et un président de la République qui ont inventé un nouveau concept qui serait effectivement celui de la rétention judiciaire, c'est-à-dire qu'une personne pourrait rester détenue à l'issue de sa peine ou retenue, si on n'utilise pas le verbe détenir, pourrait rester retenue parce qu'elle ne donne pas des gages de sécurité, et cette affaire-là tombe idéalement dans le calendrier politique. Oui, d'un président qui vient d'être élu et qui a à démontrer que ce qu'il a commencé comme ministre de l'Intérieur juste avant va se poursuivre et s'amplifier, quoi. Oui, cette affaire est parfaitement adaptée à la politique que le gouvernement de l'époque veut mettre en place. Cette affaire illustre exactement ce que le gouvernement envisage, c'est-à-dire de laisser la population à l'abri de gens dangereux, qu'il y ait un titre ou aucun titre pour justifier cette mise à l'écart. Et d'ailleurs, la loi que propose Sarkozy dans la foulée, qui est donc d'enfermer tout bonnement à vie des gens comme Évrard après l'exécution de leur peine de prison, est un truc qui ne tient pas sur le plan du droit.
Juridiquement, je me suis même à l'époque prononcé. J'enseignais encore à l'université à ce moment-là, et bien évidemment, tout le monde a les poils qui se dressent et qui se hérissent quand on entend de telles propositions à ce moment-là, parce que effectivement, la fin ne justifie absolument pas ce moyen-là, et la proposition juridiquement n'est pas entendable. En tous les cas, serait bien évidemment amènerait la France à être bien évidemment sanctionnée par la Cour européenne des droits de l'homme. On parle d'une excellente idée qui est de trouver véritablement des solutions pour ne pas multiplier les victimes et qu'il n'y en ait pas une dixième après Nice pour le cas de Évrard. Mais effectivement, les moyens sont problématiques. Alors il y a cette histoire de Viagra aussi qui a fait en partie la célébrité de cette histoire, qui est donc prescrit par un médecin de la pénitentiaire. Il y a aussi cette histoire des images pédopornographiques qu'on retrouve dans sa cellule et on ne sait pas comment. Il y a aussi le fait que le conseiller probation qu'il voit à Rouen n'a pas encore reçu le dossier. C'est-à-dire que ça donne tout ça des arguments à Sarkozy. Le système ne fonctionne pas. Oui, mais j'ai envie de dire exactement l'inverse. Ça le prive de tous ces arguments, parce que si le système fonctionnait, il n'y aurait pas besoin de rétention. La peine de détention suffirait. L'exécution de la peine ordonnée par la justice suffirait si effectivement il n'y avait pas de trafic d'images pédophiles à l'intérieur de prisons spécialisées, telles que celles dans lesquelles était Évrard. Oui, voilà, Caen, c'est un centre de détention qui accueille spécifiquement ce qu'on appelle des pointeurs, qui en général dans toutes les autres prisons se font martyriser, et donc on les réunit pour les prendre en charge au même endroit. Alors, voilà, l'idée, c'est non seulement effectivement d'assurer leur sécurité, mais surtout de pouvoir mettre en place des soins spécifiques, des ateliers spécifiques, des accompagnements psychiatriques et psychologiques particuliers, adaptés à cette criminalité-là, qui est une forme particulière de criminalité. Donc l'idée peut être folle pour certains de dire on les met tous ensemble et finalement c'est une catastrophe, mais pour d'autres. Donc le système pouvait être bien meilleur, et cette histoire de Viagra est dramatique parce que la police n'aura même pas le temps de perquisitionner que effectivement le ministère de la Santé aura déjà fait le ménage, et on va mettre un temps fou à identifier qui est le médecin qui a fait cela, parce qu'on va nous dire je ne savais pas les problèmes d'Évrard. Évrard n'est pas dans cette prison par hasard, donc on sait pourquoi il est là, que ce soit ou pas sur sa fiche médicale. Donc on se moque du monde, et surtout effectivement on va nous opposer un silence médical que j'entends bien, ou un secret, sauf que là on n'est pas dans un acte de soin, on est dans le cadre d'une prescription effectivement de Viagra. Vous aviez vu, je disais que ça correspondait effectivement à donner une Kalachnikov à un braqueur qui sortait de prison. C'était exactement ça. Alors parlons de ces pulsions dont parle Évrard. Pour vous, est-ce que c'est une maladie, maître ? Vous êtes partie civile, je le précise, mais j'ai cru comprendre, comme ça, en vous écoutant depuis le début de cette interview, que vous êtes certes partie civile, mais en fait, vous êtes avocat, vous êtes aussi parfois défenseur, donc vous n'avez pas l'espèce de manière qu'ont souvent les avocats de partie civile, d'être à 100% dans la victime et pas vouloir comprendre le reste. Il n'y a effectivement aucun a priori dans notre approche, et l'intelligence des Coca-Kurt était justement de chercher à comprendre comment cet homme dont le sexe ne fonctionnait plus sans artifice chimique et sans pharmacopée, comment effectivement le cerveau de cet homme pouvait lui dire de faire quelque chose que son corps ne voulait pas faire. Et c'est là où nous avons atteint les limites de l'explication et du rationnel dans le cadre de ce dossier. Personne ne comprendra ou ne sera capable de nous vulgariser, de nous expliquer pourquoi Évrard en a envie alors que son corps n'en a pas envie. Pourquoi son cerveau prend le dessus alors que ça ne lui suscite aucune autre réaction qu'intellectuelle. Et là, on ne peut plus être à ce moment-là dans l'ordre des pulsions, puisque ce ne serait pas le corps qui commanderait, mais vraiment l'intellect, vraiment le cerveau. Et c'est là où on atteint les limites de savoir la sincérité ou pas de Francis Évrard et de sa coopération à l'œuvre de justice. Donc ça serait une maladie ? Et j'ai envie de dire même une maladie a priori incurable, ce dont la société ne veut pas entendre parler. Le mot maladie est imprononçable.
Mais bien sûr, nous sommes dans une société du zéro risque où personne ne peut entendre que nous ayons à côté de nous des gens inadaptés, déséquilibrés ou malades, comme vous le dites. En tous les cas, Francis Évrard ne nous permettra pas de savoir dans quelle catégorie il est. Et bien évidemment, c'est encore plus difficile pour des juges et des jurés de statuer quand ils ne savent pas réellement à qui ils ont affaire, même après autant de procès, autant d'expertise, autant de passages à la cour d'assises. Enfin, voilà, on ne sait toujours pas de quoi il souffre, ou de quoi il est malade, ou de quoi il est atteint. J'ai adoré parler avec vous, Maître Rigler. Je conseille aux gens de Lille de vous prendre comme avocat. Vous êtes un avocat brillant. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.